que nous sommes désormais à 1 heure des débuts des discussions entre Américains et Ukrainiens en Arabie Saoudite. Moscou a donc été visé par une attaque massive de drones ukrainiens. La Russie dit avoir abattu 337 drones ukrainiens, 91 dans la seule région de Moscou. Des médias russes, vous voyez les images, ont diffusé sur les réseaux des images d'immeubles d'habitation touchés par des chutes d'appareils. Le bilan provisoire, ça vient de nous parvenir à l'instant grâce à notre équipe à Moscou qu'on va retrouver sur le terrain. 2 morts et 3 blessés. Bilan très provisoire. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, est bien arrivé à Jeddah. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est sur place. Est-ce que chaque camp tente actuellement de pousser les feux sur le front pour renforcer sa position autour de la table? On va en parler avec nos invités que je salue sur ce plateau. Bonjour Samantha de Bendern. Bonjour. Il y avait longtemps, je suis ravie de vous retrouver. Moi aussi. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs et vous êtes ancien officier politique de l'OTAN. Bonjour Général François Chauvency. Bonjour. Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes consultant géopolitique pour LCI. Bonjour Maître Jean-Yves Leborgne. Je suis ravie de vous retrouver également, avocat pénaliste, auteur de Coupable Liberté aux éditions Fayard. Bonjour et bienvenue à vous Patrick Vignal. C'est notre première, ancien député Renaissance. Avant de vous entendre et de vous laisser débattre, on va prendre, comme je le promettais, la direction du terrain. Direction Moscou pour vous retrouver Jérôme Garraud. Bonjour Jérôme. Alors, si l'Ukraine et la Russie envoient quotidiennement des dizaines de drones vers les territoires respectifs, là on est d'accord, la capitale russe, elle est rarement touchée à ce point. Il se passe quelque chose de particulier. Oui, 337 drones auraient été abattus au-dessus de la Russie, donc 91 au-dessus de Moscou et de sa région. Alors l'hypercentre de la capitale, dans lequel je me trouve actuellement, n'a pas été touché, mais cette attaque est quand même une surprise à plus d'un titre. Tout d'abord parce que c'est la plus vaste qu'a connue la Russie depuis le début de la guerre, et puis ensuite parce qu'un épais brouillage est censé protéger Moscou de ce type de raid. Alors le ministère de la Défense russe a envoyé plusieurs communiqués pour signifier que des bâtiments résidentiels, des parkings avaient été touchés. 2 morts seraient à déplorer. Les restrictions de vol dans les aéroports moscovites viennent d'être levées. Il faut voir maintenant comment le Kremlin va décider de réagir, de répliquer à cette attaque, alors que des négociations de paix s'ouvrent actuellement en Arabie Saoudite. La Douma d'État, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement russe, vient de déclarer que cette attaque de drone constitue un crime de guerre. Merci beaucoup Jérôme Garraud. Et bien sûr, on va suivre ça à la minute près, grâce à vous, avec vous. Merci beaucoup Jérôme. Général, pour commencer, on est sur un tour de force militaire des Ukrainiens ? Non, on est dans le cadre des négociations. Est-ce que c'est un tour de force militaire, technique, tactique, de réussir comme ça à toucher à ce point Moscou, quand en plus l'Ukraine est en difficulté en termes de renseignement de son côté, que Moscou est quand même à l'affût particulièrement ? C'est possible dans la mesure où aujourd'hui, personne ne peut arrêter les drones à 100% d'un côté comme de l'autre. Donc il y en a qui passent. C'est tout à fait normal. La question qu'on peut évoquer, c'est où ça tombe. Oui. Moi, je crois difficilement en permanence à la cible civile délibérée. Je crois à des cibles militaires théoriquement qui devraient être visées. Or, depuis le début de cette guerre, on ne sait jamais quelles sont les cibles réellement visées. On ne sort que des bâtiments civils détruits, des personnes civiles tuées ou blessées. C'est la seule chose que l'on voit. Il y a une réalité militaire derrière qu'on ne voit pas à travers ces frappes. Donc, que ça ait lieu aujourd'hui, à mon avis, ça rentre tout à fait dans le cadre des négociations pour dire, rappelez-vous, Zelensky a proposé l'arrêt finalement des combats dans l'air. En gros, des drones. Et là, aujourd'hui, il envoie effectivement ces drones pour bien montrer que si la Russie n'a pas compris qu'il fallait négocier sur ce point-là, les Ukrainiens continueraient. Oui, parce que de toute façon, jusqu'à présent, les Russes ne semblent pas être très ouverts à justement une trêve ou un cessez-le-feu, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, c'est vraiment, moi je suis entièrement d'accord que c'est un message de la part de Zelensky pour dire, bon, vous voulez qu'on continue, eh bien on continuera. Et c'est aussi parce que les Ukrainiens ont très peu d'atouts aujourd'hui à jouer. Dans la région de Koursk, ils sont en recul. Et il faut quand même souligner que la Russie bombarde inlassablement l'Ukraine depuis plusieurs jours, malgré les prononciations de président Trump qui dit que la Russie veut la paix, la Russie continue à bombarder beaucoup plus massivement des cibles civiles en Ukraine, avec beaucoup plus de morts et beaucoup plus de dégâts aux infrastructures. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table ce matin qui regrette ces actions ukrainiennes, qui regrette des manœuvres qui seraient, vous savez, certains pourraient les qualifier de escalatoires, alors que justement on essaye de mettre tout le monde autour de la table. C'est votre cas, Patrick Vignal ? Non, mais moi je pense que c'est un processus de négociation. Chacun sort ses muscles. Aujourd'hui, il y a une vraie négociation à faire. Donc c'est légitime ?
c'est pas légitime parce qu'une guerre n'est jamais légitime. Vous savez, le vrai débat, c'est un problème de démocratie et de confiance. À la fois, on a un dictateur, Poutine, qui quand même revoit la Constitution pour être élu à vie. Et on a un Donald Trump qui change d'avis tous les jours. Donc, comment l'Europe peut s'organiser avec ces personnages-là? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, c'est qu'il faut que cette guerre s'arrête. Mais qui a intérêt d'arrêter cette guerre? On le voit bien. On voit bien Donald Trump, aujourd'hui, ce qui intéresse, c'est ces terres rares. En fait, on n'est que sur du financier et on oublie le principal aujourd'hui. Moi, j'espère qu'une chose, c'est que dans ce rapport de force, on arrivera à avoir des vraies négociations pour que cette guerre s'arrête. Est-ce que ça va être fait dans l'immédiat? Je n'ai pas l'impression, parce qu'encore une fois, on n'a pas de personne de confiance en face. Et franchement, je trouve que la France joue bien le jeu. Je trouve que les Anglais jouent bien le jeu. Je pense que si on a une force européenne puissante, ça permettra un peu de faire réfléchir Donald Trump et de faire réfléchir Vladimir Poutine. On a demandé au général Hervé de Courrèges, qui était notre invité sur LCI ce matin, si ce qui s'est passé ces dernières heures peut remettre en question les négociations. L'arrivée autour de la table, c'est dans moins d'une heure maintenant, des Américains et des Ukrainiens. Regardez sa réponse. Cette attaque-là ne peut pas remettre en question, selon vous, ces négociations qui débutent aujourd'hui ? Ça ne remettra pas, parce que les négociations ont été entamées, et de toute façon, dans une négociation, il y a toute une dynamique qui s'enchaîne. Je vous le dis, c'est une histoire de volonté, c'est une histoire de capacité de puissance, c'est une possibilité de pouvoir affirmer que l'on a encore des possibilités de tourner les éléments en sa faveur. Maître Le Borgne. Moi, j'ai le sentiment que le traitement que le président américain inflige aux Ukrainiens donnait l'impression que ceux-ci étaient au fond dans un état de faiblesse considérable. Vous n'avez pas les cartes en main, disait-il. Il fallait bien quand même qu'ils essaient de rétablir un semblant d'équilibre avant de se mettre à une table de négociation, ou sinon, s'ils sont en état de faiblesse trop appuyé, ils n'auraient plus finalement qu'à accepter les hypothèses et les propositions qu'on leur fait. Je crois qu'il y a là, nous sommes en train d'essayer de lire dans les âmes et d'analyser les intentions qui président à ces bombardements divers. Mais je pense que à l'orée des négociations, c'est une manière de montrer que l'Ukraine n'est pas un partenaire négligeable auquel on pourrait imposer un diktat. Non, ce serait intéressant de voir la réaction du président Trump, parce qu'il y a quelques jours, suite au bombardement massif des Russes de l'Ukraine, le président Trump a répondu « Oui, eh bien, le président Poutine fait ce que n'importe qui ferait dans sa situation. » Ce serait intéressant de voir, si quelqu'un lui pose la question à sa conférence de presse quasi quotidienne, de ce qu'il pense du bombardement ukrainien de Moscou. Ce sera intéressant de voir s'il répond aussi, eh bien, finalement, ils font ce que n'importe qui ferait dans cette situation. Parce que pour le moment, les déclarations du président Trump, le comportement du président Trump, tout ce que l'administration américaine fait, épouse le narratif russe et semble pousser aussi les intérêts de la Russie. Alors, ce sont des attaques ukrainiennes qui interviennent dans un contexte d'autant plus particulier que côté russe, on est aussi largement à l'offensive. On en vient à cette opération assez incroyable tout de même des Russes pour reprendre la région de Koursk. Alors, les soldats se sont infiltrés, vous voyez les images, en passant à l'intérieur d'un gazoduc derrière les lignes adverses. Écoutez ce soldat russe, regardez. Regardez où nous sommes, dans un pipeline, un foutu pipeline. Vous savez où il mène? On va prendre les Ukrainiens à revers. Qui aurait pu imaginer? On va marcher dans ce pipeline. En carte, je voudrais qu'on voit la carte pour que vous compreniez bien ce que ça a permis aux Russes, ce qu'ils ont réussi à passer, où on se situe. Je lisais également cette déclaration d'un militaire, sous couvert d'anonymat, dans le Figaro, et qui dit que l'infiltration dans le gazoduc a été le déclencheur d'un effondrement de la résistance centralisée que les Ukrainiens opposaient aux Russes. Est-ce qu'on est sur un effondrement des positions ukrainiennes, malgré ce qu'on vient de se dire, de la force démontrée par les attaques sur Moscou? Non, à la guerre, les effondrements, on les annonce toujours, on ne les voit pas forcément sur le terrain. Il y a un endroit où ça peut s'effondrer, mais le reste de la ligne, apparemment, à date d'aujourd'hui, semble tenir. Même si vous écoutez les propos du général chef d'état-major ukrainien sur le Kiev Independent, c'est quand même assez nuancé. C'est-à-dire que oui, on résiste, mais on se réorganise, on se remet sur de nouvelles lignes de défense. Donc il y a eu un effet manifeste sur les arrières ukrainiennes. Et puis remarquons quand même que ce ne sont pas n'importe quels soldats, parce que moi, ce que j'en ai lu, ce sont quand même des forces spéciales russes. Et
Et puis, on nous rappelle aussi, parce qu'on nous a beaucoup montré les coups de force ukrainiens sur différents points, les forces spéciales ukrainiennes qui réussissaient beaucoup d'actions. Là, on nous montre une action quand même assez impressionnante. Bien sûr, elle est largement communiquée par les Russes, parce que l'idée d'utiliser un gazoduc pour contourner les lignes adverses, marcher pendant 17 à 18 km dans ces conditions-là, c'est d'abord faire preuve d'innovation, ce qui change un petit peu du côté russe, parce qu'on n'a pas beaucoup vu d'innovation du côté russe depuis le début de cette guerre, du moins ça ne nous a pas été rapporté. Et là, il y aurait eu un effet tactique. Maintenant, est-ce qu'il y aura un effet stratégique, c'est-à-dire faire tomber l'ensemble de la ligne de défense ukrainienne, je mettrai un bémol. Il faudrait savoir dans les jours qui viennent ce que ça impliquait vraiment sur la ligne de défense, sachant quand même que là où se trouvent les Ukrainiens, vous avez une restriction jour après jour du kilomètre carré contrôlé. On le dit depuis près de 3 ans maintenant, n'est-ce pas, Samantha de Bendern, on est dans une guerre sur le terrain, dans une guerre de communication et dans une guerre psychologique. Là, allez, maintenant, dans 45 minutes, les discussions vont commencer autour de la table entre Ukrainiens et Américains. Psychologiquement, qui prend l'avantage dans cette guerre, sur ce front-là? Est-ce que ce sont les Ukrainiens qui ont réussi à marquer le coup sur Moscou, ou malgré tout les Russes qui arrivent quand même à démontrer qu'ils ont une sacrée puissance sur le terrain? Écoutez, pour le moment, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, les Russes semblent être dans une position de force, surtout parce qu'ils ont le soutien des Américains. Il faut quand même le souligner. Et ça, c'est un revirement terrible pour les Ukrainiens, qui comprennent que leur allié principal les a lâchés. En ce qui concerne l'opération psychologique dans la région de Koursk, les Russes en sont vraiment en train de mettre l'accent sur ce qui fait sa Koursk en ce moment. Il y a quelques jours, c'était la journée internationale de la femme, qui est un grand événement en Russie. Eh bien, il y avait des vidéos qui revenaient de la région de Koursk, avec des commandants qui disaient « Pour les chères femmes de Russie, nous allons reprendre l'oblast de Koursk pour vous faire un beau cadeau pour la journée des femmes ». Aujourd'hui, la presse russe, je n'ai pas encore vu de confirmation dans les agences occidentales, mais la presse russe dit que le chef d'état-major Valéry Gerasimov va visiter aujourd'hui la région de Koursk. Donc ça montre à quel point, pour les Russes, ils ont vraiment envie de mettre l'accent sur les terrains qu'ils ont repris dans cette région. Justement aussi au moment des négociations qui ont lieu en Arabie Saoudite. Donc oui, aujourd'hui, les Russes avancent dans la région de Koursk, reprennent le terrain que les Ukrainiens leur ont pris. Les Ukrainiens sont aussi en train de subir des affrontements terribles sur le front ukrainien, parce qu'aussi ils ont été aveuglés par le fait de ne plus avoir accès aux renseignements américains qui leur a été soutiré. Et là, les résultats sur le terrain sont clairs. Les morts ukrainiennes, les Ukrainiens d'ailleurs disent, on sent une colère terrible en Ukraine, qui dit ceux qui sont morts ces derniers jours sont morts, leur sang est sur les mains de Donald Trump. Il y a vraiment une colère terrible qui monte à cause de ce lâchage. Enfin, on est en pleine guerre de communication. Quand vous négociez, vous devez arriver d'une manière forte. Aujourd'hui, effectivement, Donald Trump qui se permet de soutenir la Russie, les services de renseignement aujourd'hui qui sont côté russe, donc ça pose la question de l'OTAN. Ça pose la question d'une force européenne forte et puissante. Et je pense qu'aujourd'hui, pour négocier, et je ne crois pas que ça puisse se régler à 24 heures, il faut arriver fort autour de la table. Et donc je pense que c'est le débat actuel des Ukrainiens, c'est d'exister. Et c'est pour ça que je ne crois pas, moi, à un cessez-le-feu, que ce soit par terre ou par air, pour négocier. Ça n'existe pas, ça. Un cessez-le-feu, ça existera le jour où il y aura vraiment un protocole d'accord. Mais encore une fois, tant que Donald Trump soutiendra uniquement la Russie, mais avec lui, tout est possible. Peut-être demain, il pourrait y avoir un renversement s'il y a une dotation de terres rares, si financièrement il récupère ses billes, je suis quasiment sûr qu'il serait capable de retourner sa veste. Oui, tout à fait. D'abord, la proposition, je ne sais pas si on va en reparler après, mais la proposition de faire un cessez-le-feu, entre guillemets, dans l'air et sur mer, ça n'a pas beaucoup de sens en temps de guerre. C'est une proposition proposée par les Français il y a quelques jours. Aujourd'hui, Zelensky la reprend à son compte. Quand on fait la guerre, on ne supprime pas une partie du domaine où on se bat. Donc, ça ne tient pas la route, cette affaire-là. On a du mal, d'ailleurs, à croire à la crédibilité. Moi, ça me rappelle, je vais faire l'ancien combattant, pas la première guerre du Golfe, j'étais dans le Golfe. Pour ne pas effrayer Saddam Hussein, pour ne pas montrer qu'on était belliciste, on a quand même mis des camions sur un porte-avions au lieu de mettre des avions. Parce qu'il fallait montrer qu'on n'était pas méchants. On mettait un porte-avions qui faisait des ronds dans l'eau pendant la guerre du Golfe, mais surtout pas d'avions de chasse capables de frapper l'Irak ou frapper les Irakiens. Et on a mis des camions. Vous voyez, donc c'est un petit peu le débat un peu à la française. On est toujours en train d'atténuer finalement notre, pas agressivité, mais notre capacité à se battre en mettant plein de bémols. Attendez, retenez-moi, je ne vais peut-être pas y aller, je ne vais pas mettre ceci, je ne vais pas mettre cela. Alors en fait, on nuit au message. Et ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, avec l'interdiction en air et en mer, ça n'a pas de sens. Parce que
quels sont les objectifs? Bon, la guerre maritime a été gagnée par les Ukrainiens sans aucun doute. Et est-ce qu'il y a encore des combats? Non. Maintenant, l'air, ce sont les drones de chaque côté, de part et d'autre. C'est aussi les avions, c'est aussi les bombes. Et ça fait partie de la destruction des capacités de l'autre, notamment d'un côté les structures énergétiques ukrainiennes et d'autre côté les raffineries russes, dont plusieurs ont été frappées depuis plusieurs jours. Donc on est dans une guerre totale et on ne peut pas supprimer une partie du domaine, ce n'est pas cohérent avec la stratégie. Question bonus sur le renseignement, puisque vous l'avez évoqué, à quel point le fait que le renseignement soit coupé par les Américains pour les Ukrainiens, ça joue dans ce qui se passe ces dernières heures. Je parle de Koursk par exemple. Alors je précise que l'émissaire de Donald Trump, Witkoff, assure que les États-Unis n'ont jamais coupé le renseignement pour tous les Ukrainiens à des fins de défense. Et pourtant, regardez ce que dit l'ISW, la corrélation temporelle entre la suspension du partage de renseignements américains et les forces ukrainiennes, avec les forces ukrainiennes, et l'effondrement des positions est notable. C'est dans un tout dernier rapport. Et écoutez maintenant ce témoignage assez exceptionnel qui a été recueilli par 24 heures Pujadas d'un combattant de la Légion internationale ukrainienne, donc joint par l'équipe. Regardez. Dans la nuit, on apprend directement au travers des news que l'intelligence américaine et toutes les images qui ne sont plus retransmises aux Ukrainiens. À partir de 13h, on est ciblé. On est ciblé, mais alors de manière très précise. Et c'est un vrai déluge. À partir de là, on a beaucoup de nos positions qui sautent, elles aussi, les unes derrière les autres. Cette attaque est claire, c'est vraiment très, très rapide. Et nous, à partir de là, on doit évacuer nos positions et on n'a aucune information, on n'est plus reliés. On peut aller jusqu'à accuser les Américains d'amplifier la guerre actuellement ? Alors, mon analyse personnelle serait de dire oui. Que quand vous avez un président américain qui parle de paix, mais qui encourage Vladimir Poutine à bombarder l'Ukraine, c'est quand même absolument étonnant. Ensuite, pourquoi est-ce que les Ukrainiens se sont si bien battus depuis 2022 ? D'abord, ils se sont défendus autour du début de la guerre. Ensuite, ils ont continué à se battre parce que l'Occident leur a promis des armes. Et tous les Ukrainiens à qui j'ai parlé, j'y suis allée plusieurs fois depuis le début de la guerre et j'entends le même refrain partout. Nous avons continué à nous battre parce que vous nous avez promis des armes. Et déjà, il y a un an, on sentait une frustration, je dirais pas colère, mais une frustration montée parce qu'ils disent nous allons au front, nous nous battons parce que vous nous avez promis des armes. Et moins ces armes viennent, moins il est possible pour nous de se battre. Et donc, le fait d'avoir aidé l'Ukraine et d'aujourd'hui de retirer toute l'aide à l'Ukraine, oui, amplifie la guerre pour les deux côtés, parce que ça encourage les Russes à attaquer, et les Ukrainiens ne peuvent pas très bien se défendre. Et quant au partage de renseignements, le fait que les villes ukrainiennes soient bombardées de façon beaucoup plus intense depuis que ce partage de renseignements ait été coupé, montre aussi que ce n'est pas que pour l'offensive que les Américains ont coupé le renseignement. C'est vraiment sur l'ensemble du pays, parce que l'Ukraine aujourd'hui se dit aveugle pour même défendre ses villes. Il y a eu une attaque massive de missiles et de drones sur Kiev cette nuit. On a parlé de l'attaque de drones sur Moscou, mais il y a eu aussi une grande attaque sur Kiev. Et là, c'est beaucoup plus difficile pour les Ukrainiens de savoir à l'avance ce qui vient vers eux, parce que vous savez, ils ont chacun sur leur téléphone une application, même plusieurs applications, qui disent à telle heure un avion de bombardement a décollé de telle ou telle base en Russie, et ils savent très longtemps à l'avance quels sont les missiles et quels sont les avions qui risquent de venir vers eux. Aujourd'hui, ça, c'est pas totalement éliminé, mais c'est beaucoup plus compliqué pour eux de pouvoir prévoir les attaques. Et donc ça, là encore, c'est une intensification des pertes, ça c'est clair, et une intensification du côté russe qui sentent, et bien finalement, qui rentre dans un terrain qui est beaucoup moins préparé. Oui, maître. Je crois qu'on peut dire clairement que le président américain suit une politique assez extraordinaire. Il se prétend faiseur de paix et pour y parvenir, il prive une des parties au conflit d'une capacité de combat. En d'autres termes, il agit avec le pays tout entier, l'Ukraine, l'armée ukrainienne, le front, la situation sur le terrain, comme il agit avec le président ukrainien quand il le reçoit. C'est-à-dire qu'il est dans le mépris et dans une certaine manière de vouloir réduire à rien la voix ukrainienne.
Est-ce une bonne méthode pour faire la paix? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, la dignité de la méthode est discutable. Vous disiez, mon général, et je m'incline devant, bien sûr, votre diagnostic militaire, que l'appel français à la paix, une paix relative, un cessez-le-feu aérien ou maritime qui n'engagerait pas les conflits sur terre, n'a pas beaucoup de sens. Oui, mais au moins, il a le sens de la dignité. Et je dirais du fait qu'on ne peut pas reprocher que la chose soit véritablement organisable sur le terrain ou pas, on ne peut pas reprocher à une telle proposition de mépriser l'une ou l'autre partie. Tandis que dans la position américaine, il est clair que ce mépris de la voix ukrainienne qu'on a vu concrètement dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, eh bien, se matérialise sur le terrain. En fait, l'idée, normalement, de Donald Trump, ce qu'on attendait, c'était un médiateur. Et un médiateur, c'est neutre, en principe. Un médiateur, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit faire en sorte d'apaiser ces deux pays. Sauf en fait, ce n'est pas du tout le cas. Alors, c'est vrai que, madame, vous le disiez, on voit bien que les Américains ont choisi leur camp. Ça veut dire que l'Union européenne se renforce. Et c'est aussi intéressant, je pense, pour Zelensky, parce que si demain il n'y a plus l'Union européenne, d'ici 2 mois, ce peuple sera abattu. Et c'est vrai que je pense que c'est ce que cherche à la fois Poutine et à la fois un Donald Trump qui, pour moi, est insaisissable. C'est pour ça que je dis peut-être que demain, il est capable d'un vrai revirement et de soutenir les Ukrainiens. Il a humilié Zelensky quand il a reçu, et je crois que hier, il a commencé à dire qu'effectivement, ce n'était pas la meilleure méthode. On est sur des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Et moi, je suis désolé, mais la paix, ça se prépare avec la guerre. Et je crois que, vous le disiez, mon général, c'est un vrai rapport de force. Et moi, je ne crois pas aujourd'hui à mettre en pause la paix. Non, c'est un rapport de force. Est-ce que nous, les Européens, sont capables d'expliquer aux Américains, pour des questions de géopolitique, pour des questions d'économie? Rappelez-vous quand même que la Russie, c'est 40% de son budget pour l'aide militaire. Jusqu'à quel moment ils vont pouvoir tenir? Qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec l'achat de gaz? Je pense qu'il va falloir aussi toucher au portefeuille. Il faut arriver à affaiblir Poutine pour qu'il puisse y avoir une vraie négociation. Et tant qu'il se sentira puissant avec l'aide des États-Unis, je ne vois pas l'intérêt pour lui de négocier, tout simplement. J'aborderai sur 3 points. D'abord, le mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises, le mot confiance. Il est évident qu'aujourd'hui, il n'y a pas de confiance et on ne peut pas avoir une absence de confiance quand on négocie. Les Ukrainiens ne croient pas en les Russes, et les Russes ne croient pas en les Ukrainiens. Est-ce qu'ils croient en Trump? C'est un autre sujet. Ça aussi, on peut en débattre. Mais le mot confiance est essentiel. Il n'y a pas de confiance aujourd'hui. Donc, on sera en permanence sur la méfiance. Et mener des négociations comme ça, ce sera très difficile. Deuxième point, pour revenir sur la dignité, je ne vois pas trop le rapport de la dignité avec la position, les propositions d'interdire le combat dans l'air ou sur mer. Nous sommes dans la réalité. Une guerre, elle est totale. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine nous apprend qu'elle est totale. Et je dirais que c'est ce qu'elle nous apprend aussi, c'est que nous avons été très anesthésiés par beaucoup de discours depuis des dizaines d'années sur comment devrait se faire la guerre. Ça, c'est la théorie. La réalité de la guerre, nous la voyons aujourd'hui tous les jours. C'est comme ça qu'elle se fait, la guerre. C'est pas ce qu'on nous apprend vaguement dans différents forums. Donc c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, pour revenir à ce qu'a dit Samantha tout à l'heure sur les contraintes imposées dans ces négociations, pour moi, ce que veut faire Trump, c'est contraindre, parce qu'il a fait choisir son camp, l'Ukraine a négocié. C'est pour ça qu'il met jour après jour les pressions. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, je contrains, je veux que l'Ukraine accepte ce que je vais lui proposer. Est-ce qu'il va contraindre au point qu'il n'y ait plus de marge de négociation? Est-ce qu'il va contraindre au point de mettre Zelensky les 2 genoux à terre? Et c'est-à-dire qu'il n'est plus à discuter. C'est-à-dire une situation où il est obligé d'accepter l'état de fait imposé par Poutine et Trump. Est-ce que c'est ça ce qui va se passer dans les prochaines heures? En fait, ce qui va se passer, il y a un mot qu'on ne veut pas utiliser. Est-ce que l'Ukraine sera défaite? C'est ça. On est en train de mettre tous ceux qui font en termes d'image pour dire il n'y a pas vraiment de vainqueur, il n'y a pas forcément de battu. Je crois que le mot défaite est quand même en sous-jacence de toutes ces négociations. On a peu de temps, Samantha, mais est-ce que ce qui se joue, c'est effectivement un Zelensky les genoux à terre qui ne pourra pas être dans la négociation, qui sera juste acculé pour accepter? Alors, on aura décidé de lui imposer. Alors, il faut voir ce que propose l'administration américaine aujourd'hui. D'abord, ils ont proposé ce fameux deal sur les minerais. Si on regarde dans le détail, c'est pas
c'est pas vraiment ni les Ukrainiens ni les Américains n'ont grand-chose à gagner par ce deal. Mais les Américains ne proposent absolument rien en échange. Ils ne proposent aucune garantie de sécurité. Il y a même eu aujourd'hui hier soir des membres de l'administration américaine qui ont laissé comprendre que Donald Trump ne serait pas satisfait avec juste une signature du deal sur les minerais pour reprendre l'aide militaire et pour éventuellement rouvrir la discussion sur l'accès aux renseignements. Donc on voit que chaque fois que les Ukrainiens semblent prêts à faire une concession, donc à signer cet accord sur les minerais, les Américains repoussent l'échéance et demandent encore plus aux Ukrainiens.